t'attendre, Luc. Ouais. Eh ben, bonjour à tous. Donc, à l'occasion de la journée de la santé mentale positive, on se retrouve aujourd'hui à l'AFPA de Beaumont pour le 4e épisode de notre podcast. Donc, le sujet de cette table ronde, c'est la santé mentale sans tabou. Donc, je vais vous laisser la parole, mais tout d'abord, je vais poser une petite question. Pour vous, qu'est-ce que c'est la santé mentale ? Moi, je vais prendre le versant très santé publique de la chose. Déjà, c'est tout simplement une composante essentielle de la santé. Sans la santé mentale, il n'y a pas de santé. Tout comme la santé physique, ça fait partie intégrante en fait d'une santé. C'est global. En tout cas, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de santé mentale ? Oui, quand on parle de santé mentale. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que on avait déjà travaillé sur la santé mentale et on avait interrogé le public un peu sur la santé mentale. Qu'est-ce que la santé mentale ? Et souvent, c'est quelque chose de négatif qui ressort, alors que pas forcément, du coup. Donc l'idée, c'est aussi peut-être auprès des publics de se dire que la santé mentale, effectivement, fait partie de nous, mais que c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est comme la santé physique en soi, elle peut être positive comme négative. Tout on peut être en bonne santé comme en mauvaise. Mais c'est vrai qu'on dit très rarement je suis en bonne santé physique. Oui, c'est vrai. Par contre, on dit très facilement ça va moins bien d'un côté. On dit facilement, et encore ça dépend des personnes. Mais quand on évoque la santé mentale, effectivement, c'est une connotation négative. Donc c'est que derrière, la personne se sent moins bien. En tout cas, c'est un sentiment de moins bien. Après, on l'a vu sur les différents ateliers, mais c'est un sentiment qu'elle peut profondément avoir elle-même, qui peut être induit aussi par les autres. C'est compliqué, la santé mentale, au final. Pour rebondir plus que sur ce que vous dites, je pense même que la santé physique et la santé mentale, limite, sont liées, en fait. Pour moi, si on est en bonne santé mentale, on va être beaucoup plus ouvert à pratiquer une activité sportive, une activité artistique, que ce soit la musique, le manuel, qui nous fait vraiment du bien en fait, à l'esprit. Et inversement, si on a une bonne santé physique, je pense que le fait de faire toutes nos activités au quotidien, avoir un rythme de vie sain, ça peut que améliorer en tout cas notre santé mentale. Après, il y a des cycles dans la santé mentale aussi. Il y a la santé mentale où on peut dire qu'on est un peu moins bien et qui ne va pas donner lieu à une pathologie derrière. Et il va y avoir des diagnostics aussi qui peuvent être posés. Ces diagnostics-là, il y a des cyclicités sur les pathologies. Il y a d'autres choses qui font qu'on est en mesure ou pas d'avoir une activité physique. Il y a des moments où on ne peut pas. Parce que le corps voudrait, mais la tête elle dit un non. Et il y a des fois, la tête voudrait, c'est le corps qui me dit non. Donc, il faut trouver la bonne adéquation entre les deux. Et puis, c'est surtout oser faire ce qu'on a envie quand on a envie de le faire. Prendre du temps pour soi, parce que généralement, on a plus tendance à s'isoler que d'aller au contact. Donc, il faut trouver, avoir l'envie et surtout, il y a des fois même se donner un petit coup de pied pour dire allez, je le fais, il faut que je le fasse pour en sortir. Du coup, on pourrait apparenter ça à une forme de ressenti psychologique de bien-être, une connaissance de soi et une pleine conscience en fait de son état psychologique ou physique. C'est ce qui est un peu difficile parce que la santé physique, si j'ai mal quelque part, j'ai mal. Je sais que j'ai un problème, mais j'ai quelque chose qui ne va pas et je vais aller consulter un médecin ou autre. Alors que la santé mentale, je n'ai pas forcément conscience que je ne vais pas bien. Donc il faut vraiment, je pense, faire de l'information. Il faut que les gens puissent un peu être au courant parce que pour faire ce que tu dis, il faut un peu d'entraînement et il faut s'accorder du temps, en fait. On essaye de se persuader que on n'a pas de problème aussi souvent. Oui. Je pense qu'on minimise beaucoup les signaux parce que, comme vous le dites, quand on a mal, on dit j'ai mal ici, etc. Je vais aller consulter, etc. Mais en soi, quand on parle de santé mentale, il y a aussi des signes. Je me sens pas bien, j'ai envie de m'isoler, je suis plus irritable, etc. Mais on a tendance à se dire c'est comme ça et c'est voilà. Alors que il y a des signes, il y a des choses qui le montrent, mais faut l'accepter et se rendre compte que. Et s'en rendre compte, parce que ce qui n'est pas forcément évident. C'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas.
Il y a des personnes qui, prises dans le rythme de la vie quotidienne, le travail, les enfants, Tout à tout, fait. vont même pas se poser la question, ils n'ont pas le choix, ils avancent, ils continuent. Tout à fait. Alors que si on regarde, ça fait 2-3 jours qu'ils ont du mal à se lever pour aller au boulot, ils ont moins envie, ils ont un peu moins faim, il y a un peu de lassitude, ils ont plus envie de faire l'activité. Ça, c'est des signes, C'est bien effectivement, avant-coureur, qu'il ouais. faudrait l'un plus l'autre et bien dire, ok, là on est en situation de voilà, il faut prendre Se le poser la problème question, tout de ouais. suite. Je trouve que c'est tout l'intérêt de ces moments d'échange et de temps de parole, en fait, c'est de prendre conscience que la santé mentale concerne chaque individu, mais que aussi en étant vraiment presque quotidiennement alerté par le sujet de la santé mentale, on va aussi probablement alerter d'autres personnes en fait qui eux n'en ont pas conscience et donc du coup on devient un relais là-dessus. Ouais. Moi, j'ai envie de poser une question dans l'autre sens. C'est justement en alertant, en parlant de la santé mentale, on alerte d'autres personnes, mais est-ce que le message est bien compris ? Parce que j'ai l'impression que c'est les personnes qui sont touchées malheureusement par un problème de santé mentale qui vont comprendre l'enjeu de la santé mentale et comment ça fonctionne et le besoin d'être suivi, accompagné, etc. Que pour autant, ceux qui se disent ne pas être touchés ou qui ne le sont réellement pas, ils vont se dire oh, on nous gave, on nous parle encore de cette santé mentale. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont réellement hermétiques à cela et qui comprendront jamais. Parce que comme tout problème, il y a besoin d'éduquer la population pour qu'on comprenne ce qu'est une pathologie psychique ou la santé mentale dans son sens large. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont absolument pas intéressées et qui resteront sur leurs idées préconçues. C'est ce que j'allais dire, mais en fait, c'est qu'on reste encore sur les tabous qui existent encore, c'est-à-dire que ça reprend un petit peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la santé mentale, c'est pas uniquement les... Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que la santé mentale, ça va être effectivement tout de suite les troubles, c'est-à-dire la dépression, la schizophrénie, etc. Alors en fait, la santé mentale, c'est juste tout au quotidien, comme la santé physique, c'est-à-dire c'est pas un objectif, comme par exemple ce qu'on pense, qu'est-ce que c'est le bonheur, quand on dit aux gens c'est quoi le bonheur, c'est un objectif ou c'est juste un chemin. En fait, c'est un petit peu le même principe pour la santé générale et la santé mentale, c'est-à-dire que c'est au quotidien, tous les jours, il y a des jours où est-ce que la santé mentale va aller bien, la santé physique aussi, des jours où ça va pas du tout aller, des jours où ça va aller. Et il n'y a pas besoin d'avoir un trouble pour pour parler de santé mentale en fait. Et je pense que le tabou il est là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sentent pas concernés aussi, parce qu'on pense que c'est voilà, mais j'ai pas de troubles mentaux donc tout va bien. Et vas-y, pardon. ouais, et non mais voilà, c'est juste ça, c'est que je pense que si on reste sur ce tabou-là, effectivement, il y a des gens qui vont pas être intéressés parce qu'ils n'ont pas de pathologie. Mais pourtant, je pense qu'il y a personne sur Terre ne peut dire qu'il n'a jamais qu'il n'a jamais rencontré un épisode difficile dans sa vie, quoi. Donc c'est aussi ça la santé mentale, en fait. Je pense qu'il y a un manque de connaissances ou d'informations des gens pour savoir ce que c'est que la santé mentale. C'est ça, en fait, l'enjeu, c'est comment on aussi définit de comment faire comprendre ce qu'est la santé mentale et comment traiter tout ce qui a traité autour à des gens qui n'ont jamais vécu Bien sûr, peut-être ouais. comme on a dit comme vous avez tous dit en fait, sans vivre quelque chose d'un épisode soit compliqué, soit même des épisodes, plusieurs cycles où ça allait mal, comment leur faire comprendre à ces personnes-là les enjeux de la santé mentale en fait. Mais est-ce qu'il existe une définition officielle, estampillée On peut chercher. Académie de Oui, médecine de oui. la santé mentale? Oui, l'OMS, l'OMS c'est Ouais. une définition, oui. Et d'ailleurs, elle le qualifie comme un état de bien-être. c'est ça. D'accord. À la base. Mais par Travailler. contre, comme pour la C'est santé inversé physique, c'est un état de bien-être, mais ce n'est pas l'absence de maladie. Je crois que c'est plus que l'absence de Oui, maladie. c'est un état de bien-être qui permet de bien fonctionner. Voilà. Je crois que c'est quelque D'accord. chose comme ça, il me semble. Du coup, c'est vraiment détaché en fait de ce que tu disais tout à l'heure, de tout associer aux troubles psychiatriques durs. Ah oui, complètement, oui. Tout à fait. Parce que C'est- comme c'est c'est des tout gens, à en fait fait, possible qui- d'avoir un trouble et d'être entre guillemets en rétablissement ou du moins en adaptation, de le garder, mais de tout à fait vivre une vie standard et de pouvoir fonctionner correctement aussi. Pour ça, il faut détacher le trouble des difficultés de la vie, parce qu'il y a tout un truc de je me répare, tout ça. Et aussi, c'est possible d'avoir des difficultés, de ne pas réussir à avancer dans sa vie sans avoir de troubles diagnostiqués tant que tel. Il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que pour aller voir un psychologue ou un professionnel de la santé, il faut avoir une étiquette qui dit vous êtes comme ça, vous êtes malade, alors que pas Faut en du tout. sortir alors que Voilà, il suffit simplement d'avoir une difficulté dans sa vie qui empêche d'avancer ou de fonctionner correctement, même si c'est qu'un épisode, il faut aller voir un professionnel ou pas, mais c'est préférable, et comme ça on s'en sortira plus vite, et ça sera plus Je rapidement. trouve que c'est. Je pense à ça, Marie, par rapport à Cap Emploi, et parce qu'on a eu. Moi, je suis stagiaire ici à la fin en formation et de CIP, et on a eu une formation collective de la MDPH, la maison départementale
situation de handicap. Lapsus révélateur. Et justement, qui nous expliquait la définition en fait du handicap, désormais la situation, on va dire, postmoderne, où en fait on ne s'attache plus aux troubles, mais on s'attache aux conséquences que ça peut avoir, et notamment sur le milieu professionnel. Et donc on parle même plus d'inclusion, mais d'adaptabilité en fait pour les personnes en situation de handicap. Et je trouve que c'est directement relié avec ce qu'on dit sur la situation. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'on arrive à des situations de burn-out en fait. Ah oui, oui. Puisque là, le burn-out, en fait, c'est la santé mentale qui s'est tellement dégradée que c'est le corps qui prend le relais pour exprimer sa souffrance. Et là, à partir de ce moment-là, puisqu'on est dans une souffrance physique, on va intervenir. Mais souvent, on attend tellement pour intervenir qu'on en arrive à la situation extrême. Oui, c'est ça. Après, il y a la peur aussi de... Parce qu'on parlait des professionnels, le consultant professionnel, etc. Il y a un peu cette peur-là de ce que ça veut dire consulter un psy. Voilà, c'est encore très tabou, même si je pense que les gens savent quand même globalement que les psychologues, on peut le consulter sans avoir un trouble de santé mentale, mais il y a toujours cette espèce de stigma qui tourne autour des personnes qui consultent. J'entends rarement autour de moi des gens qui vont dire ouvertement « moi je vais voir ma psy », voilà. C'est assez rare que les gens soient très à l'aise avec ce sujet-là. Pourtant, je pense que énormément de gens voient des psys ou souhaitent ou ressentent le besoin d'en voir, mais peu de personnes l'expriment. Et en fait, on en consulte tous et toutes pour des raisons extrêmement diverses. Il y en a qui vont avoir effectivement des troubles avérés et donc vont avoir un suivi. D'autres, ça se trouve, ça va être juste pour parler d'une situation qu'ils vivent en ce moment. Ça peut être que pour une ou deux séances, pour des séances, pour des suivis qui durent des années. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un tabou qui tourne autour de ça et qui fait que la santé mentale, ça reste ce truc un peu qui fait peur, quoi. Ça paraît toujours très grave. Quand on parle santé mentale, on voit tout de suite quelque chose de dramatique un peu. D'où l'importance de communiquer peut-être autrement. Nous, on a fait un forum sur la santé mentale à Issoire, mais je pense qu'on a eu 0 personne. Alors j'exagère, mais le truc c'est que je dis, mais c'est vrai que les gens vont pas forcément venir à un forum sur la santé mentale pour faire la peur, justement, le tabou. Et on s'est dit, mais en fait, il faut pas du tout qu'on appelle ce forum comme ça, parce que finalement, ça fait peur. Et c'est réel, parce que du coup, il y a eu presque personne. Quoi. Ouais, parce qu'en plus ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les gens qui n'ont jamais vécu forcément d'épisodes comme ça ne se sont pas concernés par la santé mentale parce qu'ils le voient trop en mode santé mentale, ça va tout de suite parler de dépression, problème, alors que il y a aussi des personnes qui pourraient se dire oh là là, on m'a vu entrer dans la salle du jugement forum tout le monde, santé mentale, ouh là là. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui. Alors on en parle, mais c'est vrai que comment on communique aussi dessus, c'est important parce qu'il y a ce tabou-là qui reste, qui est présent. Il y a un regard aussi, moi je dirais sur la société où vraiment, cette notion de difficulté, santé mentale, il y a un regard où tout de suite c'est mal vu. Ce qu'on disait, aller voir un psychologue, c'est mal vu, mais moi j'irais encore au-dessus. On s'est cassé le bras, aller à l'hôpital, c'est normal. Parce que une fracture, faut aller faire. Par contre, aller en hôpital psychiatrique parce qu'on a eu un moment de sa vie où on avait besoin d'être isolé à un moment donné, là tout de suite c'est mal vu. C'est mal vu parce que tout de suite c'est fou. Alors que les deux c'est l'hôpital, c'est juste à un moment donné, on a besoin d'être isolé pour son bien-être ou d'être sous médicaments ou autre parce qu'on a ce besoin-là sur l'instant T et que c'est comme le bras qui à un moment donné a besoin d'être d'avoir un plâtre. Là, dans le cas du bras, on parle de quelque chose de visible et dont la cause est connue. On s'en est tombé, on a fait une chute et d'un point de vue mécanique, il y a une radio qui montre que c'est cassé ou quoi que ce soit. Que dans le cas d'une santé mentale un petit peu en berne, les causes sont pas forcément connues du public, de la personne très probablement, mais du public, de l'extérieur pas du tout. Et il y a des fois encore. Et puis il n'y a pas de diagnostic. S'il y a un diagnostic, on le publie pas, on n'en parle pas à voix ouverte. Et puis, c'est ça aussi, l'invisible fait peur, énormément. Je pense que c'est le fait que la santé physique soit dans les esprits au-dessus de la santé mentale. Par exemple, je pense que la majorité des gens, s'ils font un arrêt de travail, ils vont pouvoir plus facilement faire un arrêt de travail pour une cause d'une blessure, comme on a dit, cassage de bras, cassage de jambes, etc., qu'un arrêt de travail, par exemple, limite pour cause santé mentale, besoin de prendre le temps pour soi. Je pense que c'est
bah, l'autre va être mal vu. Enfin, là, l'un va être rétablis-toi bien, l'autre va être en mode tu reviens quand. Donc, c'est plutôt qu'à défaut de donner une cause physique d'un arrêt de travail, les autres vont en déduire que c'est une cause mentale. Mais peut-être qu'on n'a juste pas envie de dire la cause physique. Et le diabète est une maladie invisible. Et pour autant, tout le monde, quand on dit diabète, ah oui, donc il a un problème soit d'insuline, soit de sucre, soit de pancréas, soit de plein de choses. Mais en attendant, ça parle et les gens vont pas en avoir peur. Que quand c'est invisible et encore que ça touche au psychique, là, c'est encore différent. La personne, vraiment, là, elle est en état le non-sachant a peur, très clairement. Oui, soit, en plus, il y a ce truc de soit ça fait peur, soit il y a des personnes qui sont encore sceptiques du fait que ça existe. Oui, bien sûr. Parce que j'allais dire, il y a aussi toute la notion de handicap invisible aussi. Le fait d'avoir peur déjà de consulter, c'est une chose et tout. Mais après, c'est aussi, je pense, la peur de si, effectivement... je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de consulter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc effectivement il y a déjà ce frein-là. Et après il y a l'autre frein de se dire, oui mais si effectivement je consulte et qu'on me dit effectivement et que du coup je me sente légitime dans ce qui ne va pas, mais qu'après je me fais face aux gens qui vont peut-être pas me croire parce que ça ne se voit pas. Que ça peut être, je sais pas, pour quelqu'un qui a une dépression, quelqu'un qui fait un burn-out, quelqu'un qui est sur le spectre autistique ou je ne sais quoi, c'est des choses qui ne se voient pas forcément, et en fait on a des stéréotypes bien classés sur quelqu'un qui est en dépression, à quoi ça ressemble, quelqu'un qui est schizophrène, à quoi ça ressemble, quelqu'un qui est autiste, à quoi ça ressemble. Et en fait, si des personnes ne rentrent pas dans ces cases-là, parce qu'effectivement, il y a des symptômes, mais toute personne dépressive, toute personne autiste, toute personne schizophrène ne se ressemble pas, et en fait, ça va pas forcément se voir, et donc les gens qui, déjà de base, ont eu peut-être la difficulté à pousser la porte d'un psychologue pour avoir un avis, un diagnostic, ça va déjà être une épreuve, mais alors ça va être aussi une épreuve auprès des yeux de tout le monde pour se faire reconnaître en tant que personne qui veut aussi avoir un handicap. Donc on est aussi dans le tabou, même dans la pathologie, le tabou aussi en lien avec l'handicap physique qui parfois se voit, des fois non d'ailleurs. C'est le même problème. Il y a aussi ce tabou-là sur la légitimité en fait du diagnostic en fait. Parce qu'il y a sûrement aussi, même si ça a quand même plutôt évolué et que ça continue d'évoluer aussi, il y a aussi toute la problématique médicale et tout le corps médical par le biais de la médecine générale qui a mis beaucoup de temps avant de pouvoir diagnostiquer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement en fait les épisodes de burn-out et l'estimation, si on peut parler d'estimation, d'une santé mentale en fait qui devient handicapante pour une personne, quoi. La grille d'évaluation d'un burn-out, elle n'existe pas depuis 70 ans, quoi. Donc du coup, c'est quelque chose qui devient de plus en plus... les patients sont de plus en plus écoutés aussi par leurs médecins traitants, notamment en pouvant dire plus facilement en fait pourquoi ils ont l'impression, peut-être juste des fois une impression qu'ils se sentent pas bien et qu'ils savent pas vraiment pourquoi, et donc du coup ils sont beaucoup plus aiguillés naturellement aussi vers ce sujet-là, je pense. Ouais, mais après, ça tend à s'améliorer. Ouais, bien sûr. Mais cette recrudescence de ce nombre de diagnostics, entre guillemets, fait peur aussi, parce que si on regarde 30 ans en arrière de ça, on n'entendait pas parler de quelques pathologies que ce soit, ou des enfants TDAH, des enfants qui ont tel ou tel 10, etc. Maintenant, on a l'impression que c'est de plus en plus, que c'est un peu effet popcorn, que tous les enfants, que tous les adultes, que tout ça... Mais parce qu'avant, on communiquait pas dessus, parce qu'avant, c'était méconnu, parce qu'avant, on se posait pas la question. Aujourd'hui, c'est parce que effectivement, on voit déjà que la parole est en train d'être libérée, parce que si on se pose la question, si on en parle et si ça fait peur, c'est justement que ça commence à être connu, que ça commence à... Donc on se voit que la communication est peut-être pas la bonne, mais en attendant, elle a le mérite d'être là, d'exister. Oui, totalement. Mais en France, la parole du sachant, ça reste quand même la médecine, quoi. Et du coup, vous parlez de toutes les problématiques 10 ou même TDAH. Alors TDAH c'est vraiment différent, mais toutes les problématiques 10, en fait, les retours de professionnels du paramédical qui pouvaient alerter sur ce sujet, tant qu'il n'y avait pas la parole officielle de la médecine, parce que ça reste quand même la médecine générale qui reste prescripteur de séances de rééducation, ça ne vaut pas grand-chose, quoi, malheureusement. Et je pense que par la santé mentale, peut-être que aussi beaucoup de gens y croiront plus, parce que tu parlais tout à l'heure aussi d'adhérer à cette notion-là, à partir du moment où ça va être tamponné médecine, quoi.
Parce que le sachant, sur toutes les problématiques de santé, ça reste quand même encore le corps médical pur et dur et 8 ans d'études derrière. Quoi. Et effectivement, il y en revient aussi au burn-out. C'est encore, même si effectivement on le diagnostique plus et que voilà, on a plus de connaissances sur le sujet, mais ça reste quelque chose qui est parfois encore difficile à catégoriser, comme par exemple un burn-out professionnel, burn-out machin. C'est pas encore hyper. Comment on dit c'est pas suffisamment reconnu comme étant une maladie professionnelle, par exemple. Enfin, c'est assez difficile en fait pour quelqu'un qui va être en burn-out de le faire reconnaître comme maladie professionnelle, et tous les médecins ne sont pas sensibilisés aussi à la santé mentale de la même façon. Il y a des médecins, je parle généralistes du coup, qui vont être sensibilisés à tous les problèmes de santé mentale, et donc qui vont très facilement pouvoir orienter, qui vont très facilement comprendre le patient ou la patiente, d'autres pas du tout, quoi. Ils vont être complètement largués sur le sujet, et donc à ce moment-là, soit une personne va passer entre les mailles du filet, soit va pas réussir à se faire diagnostiquer, soit en fait, va pas réussir à en parler au médecin, parce que des fois, le médecin, c'est le premier interlocuteur aussi. Voilà, on pense pas forcément tous et toutes à en parler directement à un psychologue. Des fois, c'est le médecin, la première personne à qui on en parle. Si le médecin est pas aiguillé, en fait, après, ça va plus loin, quoi. Donc, c'est aussi, je pense que si on parle de santé mentale, je dirais aussi formation, en fait, des professionnels. Je pense qu'on peut pas avancer sur le sujet de la santé mentale sans former tous les professionnels qui reçoivent du public, mais vraiment tous, c'est-à-dire pas que du médical finalement. Et il y a aussi ce qu'on appelle le premier secours en santé mentale, qui est une formation que plein de gens peuvent passer, et je pense que c'est utile que les professionnels qui accueillent du public, voilà, je sais pas, les agents dans un organisme, les profs, etc., puissent aussi avoir les clés en fait pour déjà reconnaître, outiller, savoir avoir des premiers recours en fait sur le sujet. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui peut participer à déstigmatiser un peu le sujet, quoi. Moi, je sais que je suis secouriste, premier secours santé mentale, et que cette formation, elle a été super enrichissante, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne crains plus de poser la question du tout au public que j'accompagne de leur santé mentale, de même, dans certains cas, de poser très clairement la question: est-ce que vous avez déjà eu des idées suicidaires? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi jauger de l'état, avec la méthode aérée et tout, il y a prévenir. Et à un moment donné, il faut bien se dire qu'on est la personne qui peut prévenir. On n'est peut-être pas le bon interlocuteur après pour prendre, mais il faut céder la place, il faut que quelqu'un soit au courant. Moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est psy, médecin, traitant, peu importe, quelqu'un de leur famille, c'est toujours verbaliser leur mal-être. Ils en parlent à la personne de confiance. La personne de confiance, ça peut être un ami, ça peut être... Mais il faut qu'ils puissent le verbaliser, qu'ils puissent le dire. Et cette personne-là, en espérant qu'elle ait le déclic de prévenir si elle entendait un discours un peu plus inquiétant qu'un autre, ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça passe par l'information de tous. C'est un petit peu comme le harcèlement à l'école, les référents, sentinelles et référents, justement, les profs, on n'a plus assez de profs référents pour lutter contre le harcèlement, parce qu'ils ne sont pas formés. Et parce qu'ils ne sont pas formés, parce que c'est en dehors de leurs heures de cours, et qui ne veulent pas se former en dehors de leurs heures de travail. On peut comprendre aussi. Mais en attendant, c'est le chien qui se mord la queue, et qui, chaque fois, on a des enfants en difficulté à l'école pour le harcèlement, et dans la vie de tous les jours, on a des enfants, des adultes, des moins jeunes, de tous les âges, en difficulté psychique, parce que effectivement, il n'y a pas de formation et de prise en charge non plus. Ça fait combien de temps qu'existe ce premier secours de la santé mentale? Moi, j'ai été formée il y a 1 an, et ça faisait bien un PSSM France, qui est le site officiel qui fait cette formation. Ça faisait bien, ça fait déjà, en mon sens, à peu près 5 ans qu'ils proposent. Ouais, ça fait déjà un petit moment. Hein. Et c'est pas hyper vieux, mais... Et les personnes qui ont été formées et qui sont secouristes peuvent demander à être formateurs après. Mais là, c'est des sacrées notions qu'il faut avoir. C'est assez récent quand même. Oui, c'est assez récent. Il n'y a pas de recyclage. Ouais, par contre, ça c'est vrai que... Moi, j'étais formée, je ne sais même pas vous dire quand, parce que je ne m'en rappelle pas, mais je suis aussi secouriste du travail, et là, tous les 2 ans, il y a un recyclage. La santé mentale, il n'y en a pas. Et je pense que c'est intéressant ce parallèle, parce que ça peut... moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est toujours le même... c'est dans la même lignée de se dire, la santé physique est plus importante que la santé mentale. Santé physique, si je stéréotype le truc, ce serait santé physique plus important, plus grave, plus de conséquences, donc il faut un recyclage pour se mettre à jour. Santé mentale, il n'y a pas de mise à jour parce que il n'y a pas d'évolution. Alors qu'en fait, il y a des études chaque année, plein d'études qui sortent chaque année sur l'évolution déjà du DSM-5 pour les diagnostics, l'évolution simplement de ce qu'on reconnaît ou pas.
Enfin, tout un tas de choses qui changent, donc ça, c'est vrai que ça vaudrait le coup d'avoir un recyclage quand même aussi pour la santé mentale. Hein. Et même sur les façons, effectivement, déjà sur les recours qui existent, il y en a de nouveaux, donc ça peut être intéressant de faire un recyclage là-dessus. Sur les façons d'intervenir aussi, enfin, je pense que ça montre effectivement les freins aussi qu'il y a. Hein. Le fait qu'il y ait pas de recyclage. Oui, c'est ça. Ça reste quand même tout ce qui touche au psychique, ça reste une science humaine. C'est pas comme on dit entre guillemets avec ce qui est physique vraiment et médical. C'est pas factuel où on voit les choses. On a des examens, là ça reste quand même quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas, qui est difficilement quantifiable on va dire. Donc c'est sûr que c'est évolutif. Ils font des recherches chaque année tout le temps. Et donc le fait que ça ne soit pas recyclé alors que les grilles diagnostiques changent en permanence, c'est assez étrange quand même. Mais bon. Et c'est tout le problème où effectivement, déjà il y a peu de formation sur les sujets, comme on a dit, chez les professions médicales qui ne sont pas directement concernées par la psycho, enfin à part si on est psychologue, psychiatre, etc. Si on fait un cursus, je sais pas, de médecin généraliste ou de, je ne sais pas, kiné, ou etc. Voilà, on n'a pas de... Enfin, il y a le sujet quand même dans la formation, mais ça reste assez minime par rapport au nombre de patients qu'on va pouvoir voir qui vont vivre ces situations. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça manque de mise à jour, en fait, et peut-être d'intensité des thématiques qu'on évoque dans les formations qui vont accueillir ce type de public, quoi. Puis il y a les nouvelles maladies qui peuvent arriver. Nous, on a reçu un monsieur, par exemple, par rapport au Covid. Et là, il se bat depuis tout seul parce que personne ne veut l'écouter, personne ne veut... et il va se faire suivre à Montpellier parce qu'ici, il ne trouve aucune écoute, en tout cas, aucun moyen de se faire soigner. Et du coup, c'est aussi frustrant. Et de se dire se battre lui-même pour lui-même, c'est quand même compliqué, quoi. Bah oui, des fois, il y a une errance médicale énorme. Complètement. Comme on disait tout à l'heure quand on échangeait, en fait, et là j'ai envie de taper du poing sur la table, je me dis que la santé mentale est encore très très genrée comme notion, quoi. Aussi, et que du coup, j'ai même l'impression en fait que c'est souvent comment dire, apposé à la charge mentale. Et la charge mentale, typiquement dans notre société, ça concerne que les femmes, quoi. Parce que on met, et c'est sûrement, ça concerne majoritairement les femmes en plus, parce que c'est une société patriarcale qui perdure. Et je me dis du coup que santé mentale, charge mentale, ça concerne les femmes, c'est une problématique de femmes. Tu nous, les bonhommes, franchement, on est assez solides, ça ne nous concerne pas. Je trouve qu'il y a vachement ça encore. Sûrement. Ouais. Les hommes osent moins le dire. Mais par contre, quand ils le disent, c'est libérateur. Enfin, nous, je sais qu'on accompagne des demandeurs d'emploi dits seniors par France Travail de plus de 45 ans, mais on accompagne des salariés fragilisés. Et donc, dans la fragilité, on a ceux qui sont déjà RQTH, où on voit de l'être, le dossier est en cours, ceux qui sont avec une inaptitude, ceux en attendant, où il y a un diagnostic qui est posé et qui fait que, il faut se poser la question de la santé mentale. Et c'est vrai que nous, c'est 80% des personnes qu'on accompagne. C'est pas les demandeurs d'emploi, c'est les salariés. Et dans les salariés, on a 80% qui sont des femmes. Mais les hommes entrent dans la voie de pour être accompagnés à la reconversion. Et c'est en parlant avec eux qu'on se dit « Ah oui, les conditions de travail, elles étaient dégradées. Ah oui, vous avez vécu ça. Ah oui, vous l'avez mal vécu. Ah, ça a nécessité un temps partiel pendant tel... » C'est qu'après, ils n'identifient pas les symptômes et les réactions avec la cause, en fait. Pour eux, c'est détaché. Mais en fait, non, ça fait bien partie, mais voilà, c'est par les stéréotypes, etc. Ils ne l'associent pas qu'une femme, on va tout de suite faire le rapprochement. Ça va être plus facile. Enfin, plus facile. Je ne sais pas si c'est facile ou si c'est qu'on a cette logique faussée-là, mais en attendant, les hommes, il y en a de plus en plus. Mais c'est difficile pour eux de dire les choses. Et du coup, moi je trouve que le fait de genrer en fait la notion de santé mentale et de la féminiser, ça contribue en fait j'ai perdu l'expression que je voulais trouver, elle était bien pourtant. Ça la minimise, voilà, en fait, parce que la parole féminine porte moins, et que de toute façon, même si elle porte, faut pas qu'elle porte trop longtemps non plus, et que du coup, en fait, on met ça un peu, pas sous le tapis, mais de côté, genre... Au second plan, quoi. Après plein de choses qui... Exactement. Alors qu'elles n'ont pas lieu d'être sur un plan d'importance. Non, bien sûr, c'est vraiment... c'est assez troublant, enfin...
Tout le Parce monde que de n'est pas toute en façon, chemin de déconstruction. parce que non, mais c'est dans la santé, en fait, les stéréotypes de genre, ça se répercute dans toute la société, mais encore plus dans la santé. Hein. Je veux dire, par exemple, effectivement, on parle de santé mentale. Effectivement, il y a le stéréotype classique de oui, une fille, ça doit être doux, ça pleure, ça exprime ses émotions. Un garçon, ça tape du poing, ça ne pleure jamais. Donc ça, forcément, ça va se répercuter dans la santé et dans le système de santé, dans le système de soins. C'est-à-dire qu'il y a un renoncement aux soins chez les hommes au niveau de la santé mentale, mais par contre, à côté, effectivement, les femmes, on a des études concrètes qui montrent que les femmes vont être moins écoutées au niveau de certains sujets physiques, parce qu'en fait, on représente... Les symptômes ne se manifestent pas forcément toujours de la même façon chez les hommes et chez les femmes, si je vulgarise le truc. Et donc, effectivement, il y a toujours ces stéréotypes genrés dans la médecine et dans la santé de façon générale, en fait. Mais effectivement, c'est pour ça que le PSSM, toujours, le premier secours en santé mentale, ce serait intéressant de le recycler pour effectivement, parce que les gens qui ont été formés peut-être à ça il y a 10 ans, ils ont peut-être pas eu connaissance, que je sais pas, une dépression, ça peut prendre une autre forme que ce qu'on avait appris il y a 10 ans, que je sais pas, les troubles 10, que le TDAH, l'autisme, la schizophrénie, ça se représente pas forcément aussi comme ce qu'on avait le stéréotype de l'époque. Comme en santé en fait, je veux dire, je sais plus quelle pathologie il y a au niveau des pathologies cardiovasculaires. C'est pas exactement la même façon au niveau des symptômes chez les hommes et chez les femmes. Et en fait, c'est grâce justement au fait qu'on a étudié les différents symptômes et les différentes modalités qu'on évolue dans la prise en charge en fait. Et au niveau de santé mentale, je pense qu'on est un petit peu en retard aussi à quoi ça ressemble l'intégralité du spectre de la santé mentale chez tout type de genre. Puis ça pose aussi la question des personnes qui sont pas genrées hommes-femmes aussi. Parce que du coup, voilà, on stéréotype très les filles c'est comme ça, les hommes c'est comme ça. Mais on rentre quand même dans une ère où le genre est de plus en plus déconstruit. Donc c'est quand même intéressant aussi peut-être de dégenrer au maximum la santé de façon générale en fait. Et juste de s'intéresser aux individus et aux spécificités des individus et pas à genrer. Parce que si on continue à genrer la santé comme ça, c'est là où on continue dans les stéréotypes et donc dans le manque de reconnaissance. Et c'est là où on passe entre les mailles du filet justement. Les personnes ont besoin de certaines choses mais ils ne sont pas repérées parce qu'il y a les stéréotypes. Puis ça fait écho aussi aux émotions. Donc j'étais éducatrice avant, dans une ancienne vie. et souvent, moi, je sais que l'émotion est pas souvent... on la travaille de plus en plus, mais tout le côté émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire je suis en colère? Qu'est-ce que ça veut dire je suis triste? Qu'est-ce que ça veut dire je suis anxieuse? Voilà. Et en plus, moi, je travaillais avec des enfants sourds. Donc, et souvent, moi, je travaillais avec les parents sur l'école, sur comment ça se passe. Et moi, je sais que la première phrase des parents, c'était souvent « Comment ça se passe à l'école? En français, ça va? Il arrive à comprendre ?» Voilà. Et souvent, moi, je sais que je travaillais avec eux sur « Oui, mais il y a aussi la notion de « Est-ce que je me sens bien à l'école? Est-ce que... pourquoi je pleure? Est-ce que c'est de l'incompréhension ou c'est que je suis triste ?» si je dis que j'ai plus d'amis, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et c'est vrai que ça, même encore aujourd'hui sur les émotions, on est encore, et pareil, il y a aussi les notions qui arrivent de plus en plus d'hypersensibilité, de haut potentiel, avec des personnes qui ont des émotions plus supérieures que des personnes qu'on peut nommer comme un fonctionnement typique, je vais dire comme ça. Et du coup, ça aussi, ça arrive de plus en plus. C'est des choses pareilles qu'on n'entendait pas parler, je pense, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est des gens qui ont des fonctionnements complètement différents, avec peut-être un besoin sur la santé mentale complètement différent. Et du coup, moi, ça me pose question aussi sur les enfants, sur comment, si peut-être aujourd'hui on en est là au niveau de la santé mentale et de la difficulté de la santé mentale, c'est peut-être parce qu'enfant, on nous a juste dit, alors à l'école, en français, ça se passe bien, plutôt que de te dire, à l'école, comment tu te sens? Est-ce qu'avec tes copains, tu te sens bien? Est-ce que toi, l'école comme ça te correspond? Est-ce que c'est pas trop dur, parce que je pensais peut-être à l'autisme, est-ce que c'est pas trop dur d'être avec 30 personnes qui crient sans arrêt dans la classe? Voilà, il y a aussi toute cette question-là qui commence déjà dès l'enfance, ou peut-être qui amène aujourd'hui ce qui se passe actuellement. Ça ramène le fait, au fait que notre société valorise la performance plutôt que le bien-être. Ton travail se passe bien, c'est super. C'est le principal. Voilà, c'est le principal. T'as réussi. On ne pose pas la question à un TDAH, neurodivergence, si 8 heures de cours continu, c'est pas trop compliqué à gérer, parce que le traitement, en plus, il ne dure pas autant de temps. Donc, tout le monde.
Tout le monde, 8 heures de cours continu pour tout le monde. C'est pas possible. vraiment Mais on est un des rares pays. L'Espagne, c'est plus comme ça. La Finlande, la Suède, la Norvège, c'est plus comme ça. Enfin, je veux dire, la Belgique, c'est à côté de chez nous. C'est plus comme ça. Enfin, on est vraiment on est en retard là-dessus. On est en retard, vraiment. Vraiment. On se dit pas, il y a un problème. C'est marrant. On est vraiment les meilleurs. Et c'est pour ça, et justement, on considère que le problème, c'est les personnes qui s'adaptent pas. ne s'adaptent pas. Alors que justement, il faudrait que ce soit le modèle éducatif qui doit s'adapter aux besoins. En tout cas, qui permettent. Il faut que ce soit un environnement. C'est encore la santé publique. il faut un environnement favorable à la santé. C'est-à-dire, en fait, développer un environnement qui permette à toute personne de pouvoir s'adapter. En fait, l'idée, c'est pas de créer un environnement adapté à tout le monde, c'est de créer un environnement qui permette à tout le monde de s'adapter. Et en fait, c'est ça un environnement qui est inclusif. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir un environnement qui permette aux personnes qui sont typiques, qui n'ont pas de problème, entre guillemets, de vivre leur vie correctement, de suivre les cours, d'avoir un système de santé, etc. Et puis aux personnes qui vont être atypiques et qui vont avoir des troubles, des difficultés, des handicaps, de pouvoir aussi faire la même chose. Et je pense que c'est là où on a des manques, effectivement. C'est qu'on est sur un système qui est égalitaire, c'est-à-dire on dit on donne à tout le monde la même chose, sauf que le problème, c'est qu'il faut un système qui soit équitable. C'est-à-dire qu'on adapte à chaque personne pour qu'on arrive à chacun au même niveau. En fait. Tout à fait. Et je pense que c'est un petit peu cette distinction-là aussi dans la santé, à mon avis, qui crée aussi les inégalités de santé. Mais oui, si on parle, moi ça me fait écho à l'inclusion, où moi au moment où je suis partie un peu de mon emploi d'éduc, c'était dans la partie où on commence à dire qu'il faut plus que dans les institutions, il faut plus qu'il y ait de personnes en situation de handicap, il faut tous les mettre à l'école. Alors, dans le principe, ok, c'est bien, c'est pour l'inclusion, c'est bien, tout le monde est ensemble et tout. Sauf que, pareil, c'est pas de l'adaptation, parce qu'il y a des enfants où, justement, les mettre dans un collège ou dans avec leur système de pensée ou leur évolution, ça serait hyper maltraitant en fait de les envoyer dans ces collèges, parce que il y a des incompréhensions qui peuvent être, il y a des choses où peut-être que un enfant en situation de handicap qui a 15 ans finalement au niveau cérébral, il est plus à 8 ans et pas à 15 ans, donc il va être confronté à des choses auxquelles il est pas prêt actuellement, et ça me fait un peu écho à ça, justement, ce truc où finalement on s'adapte pas, c'est juste on veut faire bien voir quelque chose. Pareil pour la santé mentale, moi je trouve que c'est de plus en plus récent, parce qu'on se dit mais finalement un burn-out ou quelqu'un qui est en arrêt depuis je sais pas combien de temps, ça me coûte cher, voilà, et ça c'est dommage qu'on ait cette vision là. Parce que il y a tellement de choses autour, et on pourrait tellement voir les choses différemment. On pourrait tout refaire. Allez, table rase, on refait tout. On parle d'enfance, mais le système aujourd'hui pour les adultes, France Travail, pour les personnes qui sont licenciées pour inaptitude et qui reviennent, qu'il faut être tous dans la même case. On parle de contrat d'engagement aujourd'hui, de tout ça. Donc déjà, les personnes se sentent très mal, parce que de mettre un pied à France Travail, de se dire on recommence un truc qui est pas prévu, qui ont travaillé pendant je sais pas combien de temps dans une même entreprise, etc. Donc casse départ, là on arrive, questionnaire, t'arrives devant un conseiller, tu te dis à quelle sauce je vais être mangé, tout ça, mais ça charge mentale, c'est difficile pour les gens, et puis voilà, il faut rentrer dans des cases, il faut rentrer dans la case, on doit aller là, il faut faire ça, contrat d'engagement, 15 heures de démarche, c'est hyper lourd pour les personnes, vraiment, c'est anxiogène. C'est complètement, et ils n'ont pas forcément besoin de ça, des personnes qui viennent d'être licenciées pour inaptitude, qui ont mille et une choses à réfléchir, à penser, et là on les refait rentrer dans un système où on les plombe, et c'est compliqué, Parce que du coup je me permets de rajouter, donc avec les lois qui sont passées récemment, les personnes doivent justifier de 15 heures d'activité par semaine quand ils sont demandeurs d'emploi. D'activité, c'est-à-dire Et tout type d'activité. En fait, l'idée, c'est que là, il y a de plus en plus de contrôle de recherche d'emploi à France Travail. Donc, une personne qui est inscrite à France Travail doit justifier de démarches. Alors, nous, CAP, on a cette possibilité de diminuer ces heures, et les rendez-vous médicaux, par exemple, rentrent dans ces heures. Voilà. Mais
on rentre malgré tout dans un système où il faut prouver qu'on fait des actions pour aller faire des choses. Et ils sont déjà dans des situations stressantes et on lui rajoute une couche, quoi. Et oui, donc tout type d'action, hein, ça peut être des forums, ça peut être des choses. Mais en tout cas, certaines personnes ne sont pas prêtes à reprendre une activité, déjà à se dire « Ok, je fais le deuil de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai, etc., de ma santé », et de se projeter en fait sur le futur, quoi. Mais bon, voilà. Donc, on doit rentrer... C'est notre système qui fait que du coup, on doit rentrer dans les cases. Mais si on revient même à un demandeur d'emploi qui peut pas être suivi par CAP parce qu'il n'a pas une RQTH, c'est aussi de se dire, la personne qui s'est dit, non, là, je suis pas d'accord avec ce qui se passait avec mon emploi, j'ai accepté beaucoup de choses, je suis pas bien dans mon travail, je choisis de le quitter, avec les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Je suis suivie par France Travail, mais du coup, quand je reviens dans ce système-là, et du coup, je dois faire ça, je dois faire ça, et si la personne, justement, elle commençait à être en burn-out, et voilà, et ça rajoute du stress, de l'anxiété, à dire mais est-ce que je fais assez, est-ce que justement la performance, est-ce que c'est bien ce que je fais, alors que peut-être que juste elle aurait besoin de 2 mois souffler, et justement pour lui permettre tout de suite après de revenir plus facilement dans l'emploi, de se sentir mieux, de trouver quelque chose qui lui correspond et qui va lui permettre de peut-être d'être dans un emploi durable, parce qu'on peut entendre ça en fonction de CIP. Voilà. Et du coup, voilà, il y a un peu tout ça aussi qui existe encore aujourd'hui. On essaye de faire des trucs d'un côté, mais on sévit de l'autre, et voilà. La santé mentale, dans ce cadre-là, elle est inexistante. Voilà, oui. Mais vraiment, on n'en parle pas, quoi. Sauf si, comme Cap Emploi, les rendez-vous médicaux rentrent dans ce... on essaye au mieux de préserver ce qu'on peut, quoi, jusqu'au jour où on va nous dire que finalement ça va plus rentrer, que finalement on pourra plus baisser ces 15 heures, que finalement, parce qu'on va y aller là. Mais c'est pas... Enfin voilà, il faut arrêter de faire rentrer des gens dans des cases, parce que tout le monde n'est pas pareil, et qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ne s'octroient même pas le temps de se dire « Oh là là, je suis au chômage, mais il faut absolument que je trouve du travail, parce que la famille, les conjoints, machin, ils vont me dire... Qu'est-ce qu'ils vont dire ?» On parlait de handicap invisible. Alors là, de se dire un jour je vais bien, un jour je vais pas bien, mais comment je vais expliquer ça? Parce que du coup, en fait, je sais même pas moi-même. Et en fait, on rentre dans un truc... qui est très très déstabilisant pour les gens, et très anxiogène, et très... et c'est pas... Et si on reste sur une question d'argent et de coût pour la société, ce qu'on fait, ça a un coût énorme pour la société, parce qu'on remet les gens, par exemple nous à l'AFPA, on a des gens qui arrivent en formation, s'ils n'ont pas fait le deuil de leur ancien travail, s'ils ne sont pas projetés dans cette nouvelle vie professionnelle, eh bien... Enfin, ils ne vont pas y arriver. C'est-à-dire qu'ils vont entrer en formation, ils ne vont pas aller au bout, ou ils vont se former à un métier, mais se rendre compte que ce n'est pas le bon. Voilà, donc moi, je leur dis souvent, prenez le temps de travailler votre projet, de faire votre deuil, de vous reconstruire, et là, c'est gagnant. Et si on n'accorde pas ce temps-là aux gens, si on se met juste sur le plan financier, ça coûte cher. Ça coûterait moins cher d'attendre 3 mois. Mais c'est sûr. Hein. Mais c'est ça. Mais après, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des... financièrement, il y a peut-être des gens qui sont en couple et que du coup, le conjoint peut... aujourd'hui, la société fait que les gens, ils repartent sur des métiers qu'ils pourraient ne plus faire parce que problématique de santé, mais ils y vont parce que financièrement, ils ont besoin de manger, quoi, à la fin du mois. Et c'est ça aussi qui ne va pas dans notre système, c'est que tout est mélangé, en fait, et c'est difficile de s'y retrouver, et même pour une personne lambda, je veux dire, à un moment donné, on vit dans un monde un peu compliqué, donc la santé mentale, là, elle est... c'est difficile, on allume la télé, on écoute les infos, mais on devient fou, quoi. C'est au-delà des problématiques de santé, au-delà de tout ça, quoi. Donc... Mais je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ça fait le lien avec ça, c'est que, effectivement, cette société de performance ne laisse pas la place, en fait, juste à la santé mentale tout court, en fait. Parce que effectivement, soit c'est la performance, soit c'est la justification,
Que ce soit justement pour médicaments parlant, il faut justifier. Quand on fait des démarches, il faut justifier. Et puis il faut le faire dans un temps imparti. Et puis si on n'a pas de métier, si on n'a pas de travail, ça va pas du tout. On n'a pas le droit de prendre juste son temps pour à faire sa vie. Non, il faut voilà. Et donc effectivement, cette course à la performance, je pense que ça laisse pas la place à effectivement à réfléchir collectivement. En fait, c'est quoi la santé mentale et comment est-ce qu'on s'en occupe concrètement, quoi. Parce que comme la santé publique, la santé mentale, c'est un problème de santé publique, c'est-à-dire que c'est pas individuel. Je pense que je vais faire un parallèle avec, par exemple, les violences intrafamiliales. Ça a été pendant longtemps considéré comme étant un problème intime. Oui, mais c'est de l'intime, on n'a pas à s'en charger en tant que professionnel, en tant que société. Alors qu'en fait, si, parce que c'est un problème qui est dû à ça a des causes sociétales. Et je pense que la santé mentale, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un problème de santé publique parce que ça ne concerne pas qu'un individu, c'est pas individuel, c'est quelque chose qui va concerner vraiment le collectif et la société, c'est sociétal, quoi. Donc à mon avis, c'est intéressant qu'on soit tous là aujourd'hui parce que je pense qu'on va tous être acteurs, actrices du sujet. Et je pense que c'est effectivement à la fois individuel et à la fois en collectif et chacun dans nos métiers qu'on peut peut-être essayer de travailler le sujet, quoi. Et ça me refait penser à la prévention, du coup, et puis aussi quand on parlait du jeune âge, etc. Je pense que c'est aussi dès le plus jeune âge que c'est important d'en parler, de ce sujet-là, des émotions, commencer à parler, comment est-ce que tu exprimes tes émotions, comment est-ce que tu reconnais les émotions des autres, les compétences psychosociales, on connaît tous le terme. Mais c'est vrai, en fait, c'est en développant ça dès le plus jeune âge que peut-être que les gens vont réussir à laisser la place un peu plus et à comprendre à quoi ça sert de laisser la place à la santé mentale dans le quotidien, en fait. Et de savoir dire, j'ai besoin de ce temps-là, de savoir le dire, de savoir l'exprimer, et puis de pas culpabiliser aussi de prendre ce temps-là, quoi, qui est indispensable. Je pense qu'on a fait le tour. Merci. Je vous remercie d'avoir participé, c'est génial. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et à la prochaine pour le prochain épisode.